Vous allez apprécier. Donc, premièrement, merci tout le monde pour votre participation. Il y a des professionnels de l'orientation de partout. Premièrement, on a vu les Îles-de-la-Madeleine, le nord du Québec, Ottawa, la Beauce, même de l'extérieur du pays. C'est vraiment très apprécié là, que vous soyez là. Vous êtes là aussi de différents secteurs, secteur scolaire, employabilité, réadaptation physique, réadaptation, oui, pratique privée, communautaire, même en ressources humaines. Donc, vraiment, là, merci d'être là, pour notre webinaire. Avant qu'on débute, on va se présenter. On va présenter les deux animatrices. Donc, moi, c'est Annie Morin. Je suis conseillère d'orientation. Je travaille en milieu scolaire et je fais également de la pratique privée. Mon mandat a commencé chez Psymétrique avec les réseaux sociaux. Donc, toutes les parutions qui sont sur Facebook, les infolettes, c'est un peu mon travail. C'est à moi que ça revient, la tâche là, de vous divertir, de vous donner de l'information via ces moyens de communication. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore aimé notre page Facebook, je vous invite à le faire. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui est diffusée, des trucs et des astuces, comment utiliser le test, des faits sur certaines dimensions, etc. Donc, j'essaie d'être le plus créative possible. Juste à côté de moi, j'ai Valérie, qui est également conseillère d'orientation. Valérie travaille en milieu scolaire, mais elle a eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est en lien avec la psychométrie. Son rôle, c'est vu grandir là, avec l'apparition, avec le développement du groupe 4. Là. Donc, aujourd'hui, là, on va être vos deux animatrices. On n'est pas seul dans notre équipe, on a d'autres membres. Il y a Patricia Rancourt aussi, qui est conseillère d'orientation en milieu scolaire et qui fait de la pratique privée. Patricia, peut-être que vous la connaissez un petit peu plus que nous. Elle travaille chez Psymétrique depuis environ plus de 10 ans. Son rôle a changé, elle a donné des formations, elle est directrice aussi, puis elle a beaucoup contribué aussi là, au groupe 4. Là, je dirais que tous les membres de l'équipe ont contribué au groupe 4. Ça serait gênant de ne pas vous mentionner M. Roy, qui est le président, qui est notre président, qui est l'auteur du groupe, mais qui est avant tout un conseiller d'orientation qui avait vraiment là, un besoin de faire quelque chose d'important pour la cause des conseillers d'orientation. Donc, c'est lui qui a donné naissance au groupe, qui l'a vu grandir et qui maintenant qui voit là, à sa 4e édition du groupe. Il en est très fier là, de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et il y a également Mélanie qui est impliquée de différentes manières chez Symétrique. C'est la fille de M. Roy. Donc, comme si c'était son petit frère, elle aussi, elle a vu le groupe grandir à ses côtés. Elle a le rôle de superviseur, mais elle a aussi le rôle d'adjointe administrative. Donc, à chaque fois que vous appelez chez Symétrique pour la facturation, problèmes techniques, commande de matériel ou informations de tout genre, c'est elle qui est au bout du téléphone qui peut vous renseigner sur ces besoins-là. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez demander une passation gratuite pour le groupe 4. Donc, vous avez droit, là, tout le monde, à une passation gratuite. Vous avez juste à communiquer Mélanie via courriel ou par téléphone. Là, elle va se faire un plaisir de vous fournir un code. Pour le webinaire, ce que vous allez avoir besoin, comme je l'ai mentionné dans mon courriel, vous allez avoir besoin du rapport personnalisé de Madame Joyeuse. Je l'ai envoyé avec un courriel de confirmation au webinaire. Si vous ne l'avez pas, il va se retrouver également sur la plateforme VIA. Il va y avoir en haut, là, à gauche, pas à gauche, mais à droite, vous avez une roulette de paramètres, puis à cet endroit-là, là, vous pouvez gérer le contenu de la présentation et le rapport personnalisé de Madame Joyeuse va se retrouver là. Il va également se retrouver dans l'espace professionnel. Si vous en avez besoin là, un peu plus tard, là, vous allez pouvoir aller le consulter dans cet espace-là. Le webinaire va être d'une durée de 90 minutes. Durant tout le long de la présentation, on vous invite vraiment là, à utiliser, on vous invite pendant tout le long là, à utiliser l'espace de clavardage pour poser vos questions. Nous, on va conserver ces questions-là et on va y répondre après via un document qu'on va déposer dans l'espace professionnel, encore une fois, sous l'onglet FAQ, donc pour répondre à vos questions. Parce que, étant donné, comme je l'ai dit, là, on a un programme qui est très chargé. On veut y répondre là, de façon plus précise possible. Donc, on va fonctionner de cette façon-là pour la période de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y par le clavardage.
On va débuter notre webinaire. On a deux petites questions. Pour Mélanie, c'est Mélanie Roy, mais en appelant chez Psymétrique, c'est sûr que c'est à Mélanie que vous parlez. Et puis, il y avait une autre petite question, c'est la même chose pour la passation gratuite. Passez par notre site web pour communiquer avec nous, ça va être facile. Donc, aujourd'hui, les objectifs de notre rencontre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une mise à niveau et non une formation. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont des utilisateurs du groupe 3. Donc, après cette mise à niveau-là, vous allez être en mesure d'aller utiliser le groupe 4 sans formation supplémentaire. Évidemment, nous, on vous invite à aller lire le manuel d'utilisation qui est déposé dans la plateforme VIA aussi, mais aussi qui se retrouve dans l'espace professionnel et qui est entièrement gratuit. C'est un manuel qui se lit assez bien, là, je vous dirais. Donc, n'hésitez pas là, à le consulter pour avoir plus d'informations sur l'utilisation du test. Le but, pourquoi on a décidé de faire un webinaire, c'est vraiment pour faciliter la transition entre les deux éditions. Donc, si au cours de la présentation, vous dites « Oh, OK, moi, je me sens un peu rouillé sur certains points, dites-vous qu'on va avoir des formations qui vont être à venir, que ce soit des formations en salle ou en webinaire. On a également des supervisions téléphoniques, donc on utilise des études de cas à ce moment-là. Et on est très ouvert aussi là, au genre de formation que vous aimeriez. Si vous êtes, je ne sais pas moi, un groupe de la Beauce de conseillers d'orientation dans une commission scolaire, on peut s'adapter, on peut aller donner une formation en fonction de vos besoins. Donc, les objectifs de la rencontre, évidemment, c'est de présenter la démarche de réalisation du groupe 4, relever le contenu du rapport personnalisé, expliquer le modèle RIASEC-Z et les nouvelles dimensions, dévoiler les nouvelles sections la nouvelle section des domaines professionnels et comprendre la portée du test en s'appuyant d'exemples concrets. Donc, le rapport de Madame Joyeuse, c'est pas un cas fictif, c'est vraiment une vraie cliente là, qui est venue me consulter là, en pratique privée. Fait qu'on va regarder là, son cas là, un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Alors, avant toute chose, on pense important de vous parler des valeurs de Psymétrique, des valeurs qui sont exprimées à travers sa mission. Ce que vous voyez à l'écran, puis qui est en foncé, ce sont les valeurs qui nous lient de façon toute particulière à nos clients et qui vous lient vous aussi à vos clients, c'est-à-dire de vous offrir un test qui est facile d'utilisation et qui est porteur de sens. Alors, c'est deux grandes orientations que Psymétrique s'est données. Ça, c'est ce qui est écrit en foncé ou en caractère gras. Mais ce qui est écrit en tout petit, c'est tout aussi important. Ça témoigne des efforts de l'équipe de Psymétrique pour développer un produit d'une grande qualité. Vous savez, une entreprise comme Psymétrique, ça doit sans cesse évaluer, réévaluer les qualités de l'outil qu'elle offre. Le groupe 3, je sais bien qu'on ne voit pas le temps passer, mais il a déjà 10 ans. Puis au bout de 10 ans, il méritait une révision. Donc, les travaux de réalisation du groupe 4 ont d'abord commencé par une révision du groupe 3 qui passe par des analyses des nombreuses données que M. Roy accumule avec les années au fur et à mesure où il y a des passations. Ça fait quand même beaucoup d'informations sur la clientèle qu'on peut analyser puis comprendre. Ce qui est arrivé... on a reçu par le passé parfois quelques critiques liées au groupe 3, ce qui est un incontournable, mais on a aussi fait beaucoup d'analyses, puis M. Roy il a vu comme apparaître ou émerger quelque chose qui pouvait représenter de la nouveauté. Il a pensé que ça méritait d'être examiné, et il est allé parler de ces analyses-là avec des universitaires, des spécialistes en psychométrie, puis c'est avéré qu'il y avait effectivement matière à investigation. Alors, c'est comme ça qu'a débuté la création du groupe 4. Évidemment, je ne veux pas me lancer aujourd'hui dans toute une explication de l'ensemble des approches, des stratégies qui sont utilisées là, ou possibles dans la création d'un nouveau test, mais j'aimerais ça quand même vous expliquer de façon sommaire ou de façon peut-être imagée même, vous verrez, comment différentes approches ont permis la réalisation puis l'émergence des nouvelles dimensions du groupe 4. Parce que si vous avez lu le rapport de Mme Joyeuse, vous voyez quand même qu'il y a 16 nouvelles dimensions dans le groupe 4. Alors, le groupe 4, tel que vous l'avez, le groupe tout court, tel que vous l'avez toujours connu, il était construit selon une approche théorique. C'est assez facile, pas facile à faire, mais assez facile à comprendre. Le point de départ d'une approche théorique, c'est
c'est un modèle qui était pour nous le modèle de Hollande, auquel Psymétrique a ajouté avec le temps le fameux Z qui est l'éveilleur. Et puis, quand on travaille selon une approche théorique, on crée des items. Ce que j'appelle items, c'est ce à quoi le client répond. Là. J'ai 2 exemples. Là. Participer à une compétition de robotique ou valoriser un milieu de travail sain. Ça, c'est les items. Alors, quand on travaille selon une approche théorique, on rédige des items qui vont couvrir le plus possible les éléments du modèle, donc dans notre cas, le RI, ASEC, Z, dans les 3 facteurs, les intérêts, les traits de personnalité et les valeurs. Ce qu'on observait dans les analyses, quand M. Roy faisait les analyses des résultats de tests, il a vu rapidement, là, depuis toujours, que le modèle de Hollande, c'est un modèle qui est très solide pour mesurer les intérêts, mais qui est plus difficile à utiliser pour la mesure des traits de personnalité et pour les valeurs. Alors, ce qu'on a fait pour le groupe 4, on a conservé le RIASEC-Z pour la section A du test, qui est la section des intérêts ou des activités préférées. Et puis, on a utilisé des approches différentes. Vous devez vous poser des questions sur les étoiles présentement. On a utilisé des approches différentes pour les sections B et C du test, qui sont les traits de personnalité et les valeurs. Dans un ensemble d'approches, l'approche qui a été privilégiée ou qui a une plus grande place dans la construction du groupe 4, c'est l'approche factorielle. C'est-à-dire qu'on a pris nos items, celles qui couvraient le RIASEC-Z, et puis on les a libérés de ce modèle-là. On leur a permis d'aller s'exprimer par elles-mêmes. Et puis, c'est comme si on avait déconstruit le groupe pour le reconstruire d'une façon différente. Alors, on le fait pour tous les items, incluant les items des échelles bipolaires. Et vous avez peut-être remarqué dans le rapport de Mme Joyeuse qu'il n'y a plus de section d'échelle bipolaire dans le groupe 4. Alors, l'approche factorielle, ça consiste à vérifier dans les faits quel item a tendance à se tenir avec qui. Et puis là, comme vous voyez, bien, ça forme des groupes, mais des groupes qui sont plus naturels. Alors, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on observe la présence de relations significatives entre ces items-là, et puis on essaie de comprendre la nature des groupes qui se sont formés pour ensuite arriver avec des nouveaux construits. Alors, je ne veux pas vous parler beaucoup plus longtemps sur le plan psychométrique, comment le groupe a été construit. On pourrait y passer plus de temps lors d'une formation. Mais donc, vous souvenez-vous que pour la section A, on a toujours le RIASEC-Z et pour la section B et la section C, on a 8 nouvelles dimensions dans chacune des 2 sections. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce travail, cet important travail d'analyse et ces constats ont donné naissance à l'apparition de nouvelles dimensions. Donc, comme Valérie l'a dit, la section A, on retrouve encore le RIASEC-Z, mais pour la section B et C, ce sont des nouvelles dimensions. Oui, c'est des nouveaux termes, mais vous allez voir, là, avec un peu de pratique, avec un peu de lecture, là, vous allez vous retrouver quand même aisément. Donc, pour les traits de personnalité qui se retrouvent à la section B, on a la dimension audacieux, bienveillant, consciencieux, extraverti, imaginatif, intellectuel, leader et le réfléchi. Et pour la section C qui porte sur les valeurs, on a des valeurs d'activité physique, d'altruisme, d'ambition, d'aventure, de conscience sociale, de création, de savoir et de sécurité. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur le PowerPoint. Oui, le PowerPoint est disponible là, dans les contenus aussi de la rencontre. Si vous éprouvez des problèmes, là, je pourrais vous l'envoyer par courriel, là, juste à me le manifester après la rencontre. Donc, ces nouvelles dimensions-là, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser le test, au fur et à mesure que vous allez vous renseigner
sur ces dimensions-là, vous allez retrouver des informations qui ressortent des échelles bipolaires. Parce que là, on ne l'a pas mentionné, mais les échelles bipolaires là, ne se retrouveront plus dans le groupe 4. Mais l'information qui ressortait de ces échelles sont tellement importantes que vous allez voir, elles vont se jeter là, dans ces nouvelles dimensions, puis avec un peu de manipulation, avec un peu d'interprétation, on croit que vous allez être en mesure de vous retrouver assez aisément. Donc, pour fonctionner, une fois que les dimensions sont apparues, on a procédé par une étude de validation des items, vraiment pour en connaître un petit peu plus sur leur performance. Cette étude-là a été faite auprès d'un large échantillon, un échantillon qui représente le plus possible notre population. Donc, on avait besoin de personnes d'un échantillon qui est composé de personnes venant des 17 régions administratives. Donc, pour ça, là, vous avez peut-être vu passer là, des demandes de collaboration, à nous aider là, à faire la distribution là, de ce formulaire-là. Là, ça a été grandement apprécié parce que c'est grâce à vous là, qu'on a été en mesure de rejoindre et de recueillir là, ce nombre de personnes pour cette étude. Donc, cette étude qui a été faite à partir d'un formulaire Google, alors, pour chacune des sections, il y a eu une étude. Pour la section des intérêts, on a été en mesure de rejoindre 1101 personnes qui ont dû se positionner sur 128 items. Au terme de cette étude de validation, on a retenu 87 items. Pour la section B, qui porte sur les traits de personnalité, on a été en mesure de rejoindre 1143 personnes qui ont répondu à 139 items. Et au terme de cette étude pour la section B, on a conservé 100 items. Et pour la section C, les valeurs, on a demandé à 1308 personnes de se positionner sur 129 items pour finalement en conserver 90 au terme là, de cette étude de validation. Alors, on se retrouvait avec un test de 277 items. Et là, ça se terminait pas à ce point. On a dû faire une étude de test-retest pour aller évaluer la fidélité du test qu'on avait. Et la fidélité, ben, dans la littérature, c'est le meilleur indicateur d'une fidélité pour le test-retest, c'est un meilleur indicateur de fidélité pour un test psychométrique. C'est vraiment pourquoi on a retenu là, cette méthode. Alors, on va vous montrer les résultats par juste ici, là, vous allez avoir ça ici, c'est un document aussi là, que vous pouvez avoir accès là, par la plateforme ou dans l'espace professionnel. Donc, on est vraiment fiers de vous présenter ces résultats. Comme Valérie l'a dit, M. Roy avait comme quelques comptes à régler avec le groupe 3, puis on croit qu'il est persuadé qu'il est arrivé à atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, on ne s'attardera pas en détail sur tous les résultats, mais il faut garder en tête que de manière générale, en psychométrie, on considère qu'un coefficient de fidélité est excellent quand il atteint 0,90 et bon quand il se situe entre 0,80 et 0,89, est acceptable quand il se situe entre 0,70 et 0,79. La plupart de nos résultats là, se situent entre bon et excellent, donc on en est quand même assez fiers. Donc, vous pouvez le voir, là, ça fait état là, beaucoup là, de ce document-là. Pour les gens qui, comme nous, sûrement, avons plus l'habitude de travailler auprès de nos clients, puis pas beaucoup l'habitude de regarder des résultats comme ceux-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait la finesse d'un test, c'est une grande variété d'items. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre client répond à un item, il n'a pas l'impression d'être en train de répondre exactement à la même chose, à la même question qu'il lui a été posée quelques items plus haut. Alors ça, c'est une des qualités. Et puis, ce qu'on cherche finalement, c'est que chaque item du test apporte quelque chose que les items précédents n'avaient pas apporté. Alors, je vous parlais de finesse du test. Quand on a une grande diversité d'items avec des scores élevés comme ceux-là, on a quelque chose qui est très intéressant et ça nous permet de fournir un rapport personnalisé, on y arrive, où les définitions sont complètes
puis sont bien définies les unes par rapport aux autres. Alors, ce qu'on a actuellement, on a une fidélité qui a des très bons résultats. On a une validité factorielle aussi qui est très solide. Et ce qui nous reste à voir, c'est la validité prédictive. La validité prédictive, elle nous intéresse beaucoup à partir du moment où on vous ajoute la section des domaines professionnels. Vous avez une image qui s'en vient. On l'a perdu, mais on y revient. Vous l'avez, je vais vous le montrer là, dans le rapport de Mme Joyeuse, ça va vous aider à me suivre. OK, j'arrive. Oui? Oui. Ça. Voilà. Alors, je vais aller à la prochaine diapo. Voilà, ici. Okay. Alors, la validité prédictive nous intéresse à partir du moment où on vous propose des domaines professionnels, parce que dans les faits, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir si ce qu'on propose à nos clients a du sens dans l'ensemble de la démarche d'orientation et peut, en quelque sorte, prédire ou l'aider à prédire la décision qu'il va prendre. Alors, ce qu'on a par rapport à de la validité prédictive, c'est qu'une étude qui est en cours par une organisation qui est complètement externe à Psymétrique. C'est sûr que cette recherche de validité, c'est plus long, c'est plus compliqué, puis ça va nous prendre beaucoup de professionnels, là, beaucoup de gens qui vont nous aider à réaliser, pas nous, là, mais l'organisme externe, à réaliser cette recherche-là. Alors, on ne peut pas vous fournir des données tout de suite. Mais on a voulu s'amuser, parce que M. Roy est très confiant là, de ce que ça va donner. On a voulu s'amuser à voir à partir des résultats qu'on a présentement si on a apparence d'une bonne validité prédictive. Et voici ce qu'on a fait. On a, avec les passations gratuites, on a quand même accumulé beaucoup de données sur des conseillers d'orientation parce que c'est vous qui avez fait le test jusqu'à maintenant. Donc, on a utilisé les résultats de 100 conseillers d'orientation et puis on est allé voir quel était le domaine dominant chez ces conseillers d'orientation dans la dernière section du test, puis les sous-domaines dominants. Alors, voici ce qu'on a trouvé. On a trouvé que dans 80% du temps, chez les conseillers d'orientation, le domaine qui arrive le plus souvent comme étant dominant, c'est sciences humaines, sociales et de l'éducation. Puis, il reste 20% pour qui ce n'était pas le premier domaine, mais il y a 19 des 20 autres personnes qui avaient ce domaine des sciences humaines au deuxième rang de leur section des domaines professionnels. Alors, c'est quand même l'apparence d'une validité prédictive qui est intéressante. Si on va voir du côté des sous-domaines, je vais regarder ma feuille, mais ce qui est très fort chez les professionnels de l'orientation, c'est intervention et relations d'aide, éducation, puis aide humanitaire et communautaire. C'est ce qu'on trouve vraiment souvent, puis ça concerne encore une fois les 80% des gens de qui on a regardé le test. Alors, voilà pour la validité prédictive. Bon, tout cela étant dit, on a très hâte de voir concrètement le contenu du rapport. On ne parlera pas plus longtemps des qualités psychométriques que de la création, de la validation du test. Par contre, il y a des personnes qui sont à l'écoute et qu'on aimerait remercier présentement parce qu'ils sont avec nous et qui ont été très significatifs dans l'élaboration du test. Il y a Mme Marie-Pierre Quentin et M. Maxime Caron, qui sont des gens qui ont participé beaucoup, c'est des universitaires qui ont participé dans toutes les étapes plus psychométriques. Il y a la Faculté des sciences de l'éducation et le département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, dont Nathalie Parent, qui est une fidèle accompagnatrice à chaque fois qu'il y a un nouveau groupe qui sort. Ses conseils sont très, très précieux.
Puis enfin, on a les membres de notre comité d'experts, des gens qui travaillent avec nous à une fréquence assez régulière et puis qui nous donnent leur point de vue. C'est des conseillers d'orientation qui travaillent dans différents secteurs, puis leur point de vue est très, très important dans la réalisation d'un test comme celui-là. Alors, merci à toutes ces personnes-là. Parfait. Donc, ici, on va apporter dans un premier temps deux choses. En fait, dans un premier temps, on va aborder la passation. Donc, le moment où le client va répondre au test. On va s'attarder beaucoup plus aux nouveautés. Donc, la création de nouveaux items et la méthode de réponse qui est nouvelle également. Ensuite, on va regarder la communication des résultats du test qui va passer par le rapport personnalisé que vous avez entre vos mains. Encore ici, là, on va axer sur les nouveautés, donc le contenu du rapport, les nouvelles dimensions, puis la section des domaines professionnels là, que j'imagine que vous allez grandement apprécier. Alors, les sections du test, donc les étapes de passation, sont les mêmes que ce que vous retrouviez là, au groupe 3. Donc, vous avez la section A qui concerne toujours les intérêts, qui passe par les activités préférées, qui contient 87 items. La section B qui est sur les traits de personnalité, donc ce qui caractérise une personne, qui a 100 items. La section C qui est sur les valeurs, donc ce que vous estimez important dans la vie et qui comprend 90 items. Donc, pour un total d'un test de 277 items. Jusqu'ici, vous ne devriez pas être dépaysé. C'est quelque chose que vous connaissez déjà là, si vous êtes utilisateur du groupe 3. La passation, comme vous l'avez vu, il y a aussi une section D qu'on appelle section découverte. Okay? C'est vraiment une annexe au test. Ça permet de mettre à l'épreuve certains items, d'aller évaluer leur performance, d'aller évaluer leur pertinence, puis aussi de donner plus d'informations sur les dimensions, donc de mieux les définir. C'est une section qui est en continuel changement. C'est vraiment le terrain de jeu de M. Roy. Là. Il arrive avec des items créatifs pour voir sa performance, pour voir est-ce qu'on le conserve pour une prochaine édition ou quoi que ce soit. Donc, c'est une section là, qui est là pour rester. Ce que vous devez savoir, c'est que cette section-là, les résultats de cette section-là ne sont pas comptabilisés dans le test de vos clients. C'est vraiment, il faut garder en tête que quand vous répondez à la section D, c'est comme si vous participiez là, à une expérience, à vous contribuer là, à nous donner du contenu là, pour peaufiner nos recherches. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire, mais qui est grandement appréciée. Je vais prendre un petit instant pour répondre aux questions. Le groupe 3, on va y revenir, on va en parler un petit peu là, dans quelques minutes. Sinon, il y a des gens qui semblent avoir de la difficulté à aller chercher les documents. Il y a une fenêtre que vous pouvez ouvrir qui est à droite complètement de votre écran. Vous voyez peut-être une petite flèche là, sur laquelle vous pouvez cliquer et ça vous donne accès aux documents. Sinon, en bas de votre écran, il y a comme une imprimante, puis il y a une flèche. Cette flèche-là, je crois, vous permet aussi d'aller télécharger certains documents. Alors, si vous voulez avoir, entre autres, le copie du rapport de Mme Joyeuse en main, allez tenter votre chance là, en allant voir à droite de votre écran. Donc, si on poursuit, la première nouveauté, eh bien, la nouveauté, c'est l'échelle de réponse Likert. Donc, on n'utilisera plus le plus, moins qu'on utilisait dans le groupe 3. Ici, c'est une nouvelle façon de répondre. On y va par une gradation selon des penchants. Par exemple, c'est de très fort à fort, moyen, faible à très faible. Ça change d'une section à l'autre. Donc, à la section A, c'est un type de réponse qui va vous être offert et à la section C également, qui est différent de la section A. Pourquoi on s'est arrêté sur l'échelle de Likert? En fait, elle est très appréciée pour sa simplicité, c'est peu complexe à comprendre, c'est la façon la plus répandue de répondre, fait que quand je vous présente très fort, moyen, ainsi de suite, c'est pas quelque chose qui, c'est pas du nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez quand même bien. L'avantage, qui est surtout un avantage pour le client, c'est que ça lui donne l'impression de pouvoir s'exprimer sur chacun des items, ce qui n'était pas nécessairement le cas avec le groupe 3. Avec le groupe 3, on demandait
conserve seulement 4 items, puis les 3 autres, on ne peut pas nécessairement donner son opinion dessus. Alors que là, nous, on dit, ben non, on va prendre tous ces items et positionne-toi par rapport à ceux-ci. Donc, ce qui vient intéressant. Pourquoi on a opté pour une échelle à 5 réponses? Bien, à 5 réponses, ça implique un choix milieu, donc un choix neutre. Nous, on croit à la pertinence de ce choix-là, du choix milieu, parce qu'il permet au client d'aller exprimer son ambivalence, son incertitude ou l'équilibre entre les deux penchants. Il n'est pas prêt à dire qu'il est plus d'un côté plus que de l'autre, donc il dit, moi, je suis au milieu. Pourquoi on n'est pas allé vers un choix de réponse pair, par exemple, avec 6 choix de réponse? Mais avec 6 choix de réponse, c'est un choix forcé, déguisé. On demande à la personne de se positionner vers un penchant plus que l'autre. Donc, c'est vraiment forcé, déguisé. Et plus de 7, ben là, on commence à avoir plusieurs choix de réponse. Est-ce que ça demande un exercice et un effort supplémentaire, plus de réflexion? Puis des fois, ça peut avoir comme impact de venir embrouiller la personne, de venir le décourager dans la passation de son test, qui n'est pas toujours nécessaire. La durée, donc le fait que les clients devaient, que les sujets, les clients, oui, doivent se positionner sur tous les items, on avait comme souci de se dire, est-ce que ça va allonger le temps de passation? Attendez, j'y arrive. Et non, on a constaté que c'était sensiblement la même chose. Donc, en moyenne, 20 à 25 minutes. C'est certain qu'avec des jeunes de 15 ans, peut-être que ça va être plus rapide. Là, ils ont une rapidité d'exécution, alors que des fois, plus on est âgé en âge, ça se dit-tu ça? Ça va se dire aujourd'hui. Donc, plus on est avancé en âge, on prend plus le temps de réfléchir, ainsi de suite. Donc, non, ça n'a pas eu d'incidence sur le temps de passation. Deuxième nouveauté, les items. Donc, on a utilisé des items qui sont plus modernes. À la simple lecture, là, vous allez constater là, que M. Roy a usé d'une très grande créativité. Alors, si on regarde là, apprendre à piloter des drones, opérer une imprimante 3D à fabrication aéronautique, c'est très créatif. Donc, 50% des items qui se retrouvent dans le test sont nouveaux et la plupart vont se retrouver à la section B, qui est la section des traits de personnalité. Pourquoi on a opté vers ça pour une nouvelle modernité un peu dans des items? C'est que c'est toujours plus agréable pour quelqu'un quand il fait une passation de test puis qu'il est capable de faire référence à des éléments de l'actualité ou des choses qui l'entourent. C'est vraiment par souci comme ça. Merci beaucoup pour les commentaires qui arrivent tranquillement. On va en prendre note. On ne répond pas à tout aujourd'hui, comme on vous avait dit, mais il y a des choses intéressantes qui sont dites, puis on aura sûrement des réponses à vous donner dans l'avenir, mais aussi peut-être des pistes de réflexion pour nous. Alors, pour la suite, on va explorer le contenu du rapport de Madame Joyeuse, que vous verrez apparaître à votre écran prochainement. Vous allez voir que ce rapport-là a été rédigé par DCO, pour DCO, en tenant compte de vos réalités de travail et de vos besoins. Dans le rapport personnalisé, vous allez trouver un petit bout de notre mission, c'est-à-dire faciliter l'interprétation des résultats par le professionnel et favoriser l'appropriation des résultats par le client. Vous allez trouver aussi des descriptions détaillées des dimensions et des descriptions comparatives qui pourront vous permettre d'aller voir les dimensions dans lesquelles le client est moins fort finalement. Et puis, vous pourrez aussi constater que le rapport propose des pistes, des exercices, des questions, questions d'exploration. Il y a une activité aussi qui est l'amorce d'un projet personnel. Alors, tout ça dans le but de faire cheminer votre client puis de faciliter votre travail également. Avant de se lancer dans le rapport, il y a des petites choses qu'on veut préciser par rapport à l'arrivée du groupe 4, sûrement plusieurs questions que vous vous posez. D'abord, à partir de maintenant, ceux qui décideront de plonger dans l'aventure du groupe 4, vous recevrez un rapport pour chacun de vos clients, donc un rapport complet. C'est donc dire qu'il ne sera plus possible de se procurer seulement la feuille de résultats que certains achetaient seuls dans l'édition du groupe 3.
Il y a aussi le livret d'accompagnement que plusieurs achètent qui disparaît parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé vos commentaires sur ce que vous aimez du groupe, du livret d'accompagnement, puis on a intégré quelques activités au rapport personnalisé. Le rapport que vous allez recevoir, il aura 15 pages, au plus 17 pages, mais ça serait rare. Puis ça va être possible de le diviser pour impression. Présentement, sur la plateforme web, c'est pas possible de le faire, mais la programmation pour ça est en cours, donc vous pourrez imprimer les sections qui vous intéressent davantage. Le groupe 3, la question a été posée tout à l'heure, il va être disponible encore pendant plusieurs mois parce qu'on ne veut pas bousculer trop ce qui est déjà comme en cours puis ce qui est déjà planifié. On pense qu'on va arrêter la publication du groupe 3 autour de Noël prochain. Mais surveillez les infolettres, on va vous donner une date précise quand on arrivera à l'automne. Alors, pour ce qui est du groupe 4, lui, il est déjà disponible, alors n'hésitez pas à aller l'essayer. Quand vous entrez sur votre espace professionnel sur le site web de Psymétrique, vous entrez votre mot de passe, il y a une bande en haut de la page qui est bleue, puis qui s'appelle groupe 4, c'est-tu exactement? Explorer l'univers du groupe 4, voilà. quelque chose comme ça. J'aurais dû aller lire comme il faut avant, hein, n'est-ce pas? Alors, vous cliquez sur cette bande-là. Pour y avoir accès, vous devez entrer un nouveau mot de passe. Ce qui fait que pendant quelques temps, vous aurez un mot de passe pour la plateforme du groupe 3, puis un mot de passe pour la plateforme du groupe 4. Mais à partir du moment où vous avez entré votre mot de passe pour le groupe 4, vous êtes sur la plateforme du groupe 4. Et l'espace professionnel est conçu de la même façon. Là, vous ne serez pas perdu dans l'espace professionnel. Alors voilà, on est rendu à vous montrer ce beau rapport que vous avez peut-être déjà entre les mains. Je vous ai présenté, pendant qu'on attendait les gens, j'espère que vous avez eu le temps d'aller lire le mot de l'auteur. Mais moi, aujourd'hui, là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le rappel important. Je ne le lirai pas au complet, mais c'est ça le début du test. Je vous invite à vous y arrêter, puis à vous y arrêter aussi quand vous êtes avec votre client. C'est une belle entrée en matière, ça ouvre l'activité d'interprétation et puis c'est très utile pour exprimer à la fois la portée du test, mais aussi les limites d'une activité d'interprétation ou de l'outil en tant que tel. Alors, on vous conseille fortement d'aller utiliser d'entrée de jeu ce rappel important au début de vos activités d'interprétation. Alors, là, je vais répondre à 3 questions que j'ai vues passer sur le clavardage. Pour obtenir un nouveau mot de passe, pour obtenir un code de passation, vous appelez Mélanie Roy chez Psymétrique. Vous allez trouver les coordonnées sur notre site. J'ai également vu, est-ce que le groupe 3 en anglais va rester? Oui, on a l'intention de le garder aussi là, actif parce que pour l'instant, le groupe 4 ne sera pas traduit, là, pas tout de suite, peut-être dans les années dans le futur, là, mais pas pour l'instant. Donc, on vous garde là, le groupe 3 disponible en anglais. Il y avait une autre question aussi concernant les prix. Ben, on va faire une section à la fin là, pour parler des prix pour chacun des organismes, le manuel, les questionnaires, ainsi de suite, là, vous donner une bonne idée là, de combien peut coûter un groupe. Alors, on va plonger dans le rapport personnalisé du groupe 4. On va commencer par la section A. Là, ici, je vais vous expliquer là, un peu plus la mécanique. On va appeler ça la facture visuelle, donc où se retrouvent certains éléments dans le rapport. Donc, les pages 4 et 5 portent sur les activités préférées. Ici, on parle vraiment du niveau d'intérêt d'une personne par rapport à des diverses activités. Comme on l'a dit depuis le début, on va encore retrouver le RIASEC Z, mais d'une façon bonifiée. Donc, on l'a vu, il y a des indices psychométriques qui sont plus clairs, qui sont plus solides que qu'est-ce qu'on retrouvait dans le groupe 3. C'est le cas pour la plupart des items, mais particulièrement encore là, pour notre type éveilleur. Donc, on ne l'a jamais nécessairement douté, on constate que le type éveilleur a sa place plus que jamais. D'ailleurs, il y a plusieurs études là, qui appuient son existence, qui définissent avec plus de précision. Les études vont l'appeler le créatif culturel. Vous avez peut-être vu passer là, une infolette à ce sujet-là d'ailleurs. Donc, si vous
si vous avez un intérêt à découvrir là, la littérature autour du créatif culturel que nous, on a appelé l'éveilleur, on vous a mis en annexe là, des références là, de documents, de livres, plutôt d'ouvrages qui parlent du sujet. Donc, je vous inviterai à lire le recueil, les livres, les œuvres plutôt de Paul Ray et de Sherry Anderson, qui sont un psychologue et un sociologue là, qui se sont penchés vraiment plus sur la question. Nous, dans nos analyses, ce qu'on a remarqué, c'est que le type Z est très présent, particulièrement pour les intérêts. Donc, c'est pour ça qu'on a conservé sa présence. Il va se définir comme quelqu'un qui manifeste un intérêt vers des activités qui ont pour but de favoriser une société plus juste et plus équitable en assurant en assurant l'avenir des générations futures. Donc, le Z est conservé encore. Si je retourne au rapport personnalisé, quand vous avez un client dans votre bureau, quand vous êtes avec votre client, le premier exercice que vous devez faire, c'est repérer des éléments importants. Donc, nous, on a ça comme conscience parce que on a à travailler avec des clients, donc on a besoin là, que ça soit facile à repérer. Et c'est pour ça là, que vous allez voir que le rapport personnalisé a été conçu avec cette optique. Première chose que vous devez faire, que vous allez constater, vous avez le graphique du haut qui porte sur les score-T. Les score-T, c'est les résultats de vos clients qui sont comparés à l'ensemble de la population ayant répondu au test, tous sexes et tous âges confondus. Donc, c'est des gars, des filles de n'importe quel âge. Ça fonctionne selon la distribution de la loi normale, donc le milieu est 50 et ça monte par des intervalles de 10. On voit que vous avez une échelle d'intensité sur le côté qui viennent nuancer, qui viennent donner une information différente là, sur est-ce que la personne ressemble ou pas à ce type. Le deuxième graphique que vous allez retrouver dans le bas, c'est le graphique des centiles. Alors, les centiles, je vous le rappelle, c'est les résultats de votre client qui sont comparés aux individus du même groupe, du même sexe et du même groupe d'âge que eux. Donc, si vous avez un homme dans la trentaine, il va être comparé à des hommes dans la trentaine également. Okay? C'est une information qui est complémentaire. Ici, on va comparer on possède là, 6 intervalles d'âge. Donc, 3 groupes d'hommes, 3 groupes de femmes. Le premier groupe va se situer dans le moins de 21 ans, le deuxième 21 à 35 ans et on va avoir des 35 ans et plus. Avec plus de passation, on s'attend à avoir un nouvel intervalle qui va apparaître. Donc, c'est les deux graphiques que vous allez retrouver. Pourquoi les score-T se retrouvent en premier? Mais en fait, c'est simple, c'est parce que les score-T, on est dans le général et les centiles, on est dans le plus précis. On va le voir tout à l'heure avec le cas de Madame Joyeuse, à quel point, là, des fois, les centiles là, viennent donner un éclairage différent, là, puis est très intéressant là, dans l'interprétation. Donc, votre travail de repérage se fait premièrement en regardant quelles sont les dominances. Les dominances sont présentées de plusieurs façons. La première, c'est que vous voyez qu'ils sont placés en ordre. Donc, c'est en ordre de force. Donc, le type artistique est plus fort que le réalisme pour les score-T. Vous allez pouvoir identifier les bandes rouges qui vont vraiment montrer là, que c'est des dominances. Et les dominances sont également redites dans le bas de chaque graphique. Donc, c'est assez facile à repérer là, pour retrouver les dominances. Alors, si on regarde les résultats de Madame Joyeuse, qu'est-ce que ça nous dit pour la section A? Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Madame Joyeuse, ce n'est pas un cas fictif. C'est une femme de 32 ans qui est venue me consulter parce qu'elle voulait faire un bilan de carrière. Elle vivait de l'insatisfaction à son travail. Un certain mal-être également. Son travail, c'était un travail de bureau, saisie de données, c'était beaucoup clérical, travail, classement de documents, etc. Donc, elle se plaisait pas. Dans sa vie,
est venue me voir parce qu'elle envisageait un retour aux études. Ça, c'est important à savoir. Donc, on allait identifier une formation là, dans laquelle elle pouvait s'inscrire après. Donc, elle a fait plusieurs essais dans son parcours. Après son 5e secondaire, elle a fait une demande d'admission à Jonquière en animation et production radiophonique, demande qui a été refusée. Et pour elle, ça a été un grand deuil. Ça a été difficile à accepter, mais d'un autre côté, pour sa famille, elle était plutôt soulagée parce qu'eux, ils n'avaient pas, il n'y avait pas beaucoup de croyances. Ils ne valorisaient pas beaucoup le domaine artistique, la communication, donc eux, ils étaient comme contents qu'elle soit refusée. Ensuite, elle a été en infographie, elle a fait 2 sessions pour abandonner. Elle est allée en tourisme faire 2 sessions, elle a abandonné et par la suite, après un petit arrêt sur le marché du travail, est allée faire un bac en relations industrielles, bac qu'elle a terminé. Et là, présentement, elle se retrouvait à ce poste là, que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, elle envisage un retour aux études. Donc, comme je vous l'ai dit, là, la première chose, c'est le travail d'interprétation que vous devez faire là, pour repérer les dominances, etc. On voit rapidement, si on jette un petit coup d'œil au rapport personnalisé de Mme Joyeuse, qu'elle a des intérêts pour le type artistique. Il est fort au score T, il est fort au centile. Et la deuxième dominance qu'on remarque, c'est le type réaliste. Donc, il est moyen au score T et il est fort au centile. Si on va à la page 5, vous allez retrouver les descriptions de tous les types. Ils sont placés aussi en ordre d'intensité selon les scores T. Donc, on voit que l'artistique est en premier, le réaliste, ainsi de suite. Puis, que plus on descend, plus on se retrouve là, dans des scores moins élevés. Alors, elle, quand on lit la description, on va retrouver beaucoup de verbes d'action. Si on parle de produire une chorégraphie, aménager et décorer des espaces, concevoir des scénarios, ainsi de suite, elle, quand je lisais cette description-là, elle était capable de me dire, oui, moi, ça me rejoint, j'aime vraiment ça. Donc, elle était capable de me dire que dans ses loisirs, elle aimait créer des toiles, gratter une guitare, faire de l'impro, apprécier un spectacle de danse, créer des costumes, des décors. Donc, le type artistique collait vraiment à elle. Et c'est ça, puis avec un peu de discussion, avec l'intervention, on s'est rendu compte que c'est sans doute ce qu'il a apporté aussi en infographie, puis en animation et production radiophonique. Là. Donc, c'est le besoin de faire vivre son côté artistique, son intérêt de type artistique. Donc, elle s'est dit, moi, l'intérêt de type artistique, j'ai le goût de le conserver dans mon choix de formation. La deuxième dominance qu'on a remarquée, c'est le type réaliste. Encore là, quand on va lire la description, elle est capable de faire des liens avec sa vie. Elle est capable de dire que oui, moi, je suis quelqu'un qui aime pratiquer des sports. Elle faisait du deck hockey, elle jouait au baseball, elle faisait du jogging. Elle aime aussi travailler de ses mains. Donc, de décaper des meubles, de peinturer, ainsi de suite. Là, le travail physique, c'est quelque chose qui l'attire. Et les activités de plein air comme la pêche, le camping, les randonnées pédestres, c'est des choses également là, qui l'attirent. Fait qu'elle était capable facilement de faire des liens avec les exemples qui se retrouvaient dans la description. C'est ce qui l'avait amené durant son parcours à la formation de tourisme, mais une fois dans le programme, elle s'est rendue compte que ce n'était pas exactement ce qu'elle souhaitait. Elle voyait plus que le tourisme, c'était la géographie, la connaissance de l'histoire du Québec, des cartes, puis ça l'intéressait un peu moins. Probablement que le tourisme d'aventure lui aurait convenu davantage. Vous voyez ici à quel point c'est intéressant d'avoir les centiles, que ça nous donne un éclairage qui est différent. Parce que quand on regarde les résultats de Mme Joyeuse, au score T, quand on la compare à tout le monde, son score est moyen. Mais quand on la compare aux femmes de son âge, son score est très fort. Donc, elle se démarque. Pourquoi? Parce que le réalisme, c'est un type d'intérêt qui va être plus sélectionné ou qui va être plus pratique, qui va être plus que les garçons vont aimer beaucoup plus que les filles, qu'ils vont être plus propres à un sexe plus qu'un autre. Okay? Donc, elle, dans ce cas-là, elle s'est vraiment démarquée de façon très forte. Bref,
au terme de sa réflexion, seulement la section A, elle a considéré qu'elle voulait conserver dans son choix le type artistique et le type réaliste. Donc, on est venu à la réflexion, quelle formule tu veux que ça prenne dans ta vie? Est-ce que tu veux aller professionnaliser ton type R et conserver ton type A comme loisir? Ou tu veux professionnaliser ton type A et conserver ton type R comme loisir? Ou faire une combinaison des deux? Et ça, vous allez le voir là, tout au long là, du rapport personnalisé, il y a des boîtes qui suggèrent des pistes de réflexion avec votre client. Puis c'est ce genre de piste là, qui est offerte. Là. Donc, c'est très intéressant là, de voir la formule là, ça va être plus, je pense, à l'autre, la page 4. La formule que ça peut prendre avec votre client. Vous voyez, là, juste dans le bas, là, ici, vous avez ça. Il y avait également, là, sûrement qu'il y en a plusieurs qui ont remarqué que l'entrepreneur est quand même là. L'entrepreneur, oui, est là, mais elle a comme été testée, elle a été visiter cet intérêt-là par ses études en relations industrielles, puis elle trouvait de façon secondaire, là, mais elle retrouvait dans son travail, puis c'était pas quelque chose qu'elle voulait conserver, donc elle a décidé de, non, je le mets de côté. Voyez-vous à quel point, là, Madame Joyeuse, par exemple, elle était malheureuse, Madame Joyeuse était malheureuse dans son travail. Elle était très déçue de voir que le social, qu'est-ce que ça veut dire social pour toi? Première chose qu'elle a dit, c'est être en contact, veut dire social pour toi. Première chose qu'elle a dit, c'est être en contact avec des gens. Mais le social, là, c'est pas nécessairement là. Ça, on va parler des intérêts. Donc, c'est pourquoi, là, c'est vraiment important d'aller se référer aux descriptions qui vont se retrouver à la page 5. Donc, quand je lui proposais des activités de type social, comme soutenir et écouter des personnes en situation de détresse, elle était capable de me dire ah non, non, vraiment pas, ça ne me tente pas. C'est vraiment important toujours aller voir la description pour chacun des types. C'est dur pour moi de ne pas aller voir le clavardage. Je vois qu'il y a des trucs. Oui, il y a des questions qu'on va pouvoir répondre par la suite. Alors, ça nous mène à la section B. Vous avez eu un bon portrait de qui est Madame Joyeuse. À la section B, ce qu'il faut savoir pour la section B et la section C, la mécanique du test est la même et le visuel du test est le même. Donc, votre démarche va se ressembler beaucoup. C'est le type d'information que vous y trouvez qui va changer. Par ailleurs, on sait que vous êtes déjà habitué là, de travailler avec les 3 sections du groupe, c'est-à-dire les activités préférées, les traits de personnalité et les valeurs. Donc, ce qui vous facilite la vie, c'est que vous n'avez pas à intégrer une nouvelle compréhension à chaque fois que vous changez de section. Mais malgré cela, on voit bien qu'il y a quelque chose de très, très, très nouveau dans la section B, qui sont nos 8 nouveaux traits de personnalité, et c'est là qu'on voit qu'on s'est dissocié du modèle de Hollande. Alors, nos 8 nouveaux traits sont audacieux, bienveillants, consciencieux, extravertis, imaginatifs, intellectuels, leader et réfléchi. Quand on arrive dans la section des traits de personnalité, on va dire qu'on est plus dans la section du être. J'ai tendance à me comporter de quelle façon, où les gens me décriraient comment s'ils avaient à me décrire. Vous voyez qu'on a pris un vocabulaire qui était quand même accessible, facile à comprendre. Ça, c'est une des choses qu'on a faites avec notre groupe d'experts. On leur a soumis nos nouvelles dimensions, puis avec les définitions, puis on leur a demandé de nous parler un petit peu de comment ils l'accueillaient. Ça a été très, très bien accueilli. Les gens trouvaient que c'était simple, que ça portait peu à confusion, puis que c'était facile de s'approprier les 8 traits de personnalité. Alors, la section B est la section où l'on retrouve le plus des défuntes échelles bipolaires. Alors, on n'a pas pris le groupe 3 puis on a changé des mots pour faire un groupe 4. On a pris un ensemble d'informations qui était possible de connaître à partir du groupe 3 et on vous l'a retransmis d'une manière différente. Vous allez trouver de l'information que vous aimiez retrouver dans les échelles bipolaires, vous allez en retrouver dans la section B et dans la section C, celle des valeurs, mais c'est dans cette section-ci, dans les traits de personnalité, que vous allez voir, détecter au fil du temps l'information que vous aimiez avoir dans les échelles bipolaires.
Alors, voilà, cette section-là, c'est un mélange ou un amalgame du RIASEC Z et des échelles bipolaires. Et j'ai fait une petite activité là, pour vous permettre de voir où est-ce qu'elle est mon activité. Ici. Merci. Pour vous permettre de voir comment. Merci. Pour vous permettre de voir comment à peu près on a travaillé là, pour quand je vous dis que c'est un amalgame du RIASEC Z et des échelles bipolaires. J'ai pris des mots que vous connaissiez déjà, comme l'investigateur, le social, l'entreprenant, l'extraversion qui faisait partie des échelles bipolaires, puis l'intuition qui faisait partie des échelles bipolaires. Puis je suis certaine que vous êtes déjà en train d'essayer de trouver ce qui peut correspondre. Alors, pour ce qui est de l'investigateur, ben, on a un nouveau trait de personnalité qui est le trait intellectuel. Pour le social, facile à trouver, c'est le bienveillant. Pour l'entrepreneur, c'est pas exactement la même chose, mais vous allez trouver beaucoup de l'entrepreneur dans notre leader, mais vous allez le trouver ailleurs aussi. Pour ce qui est de l'extraversion, mais il n'y a pas plus simple. Et puis l'intuition, j'en ai pris un petit peu plus corsé pour la fin. L'intuition, vous allez trouver beaucoup des traits dans le type de personnalité imaginative. Alors, vous voyez, hein, c'est ça. C'est ça que ça donne, un amalgame d'informations. Vous avez normalement pas perdu d'informations que vous aviez dans le groupe 3, vous avez plutôt, on a plutôt transformé la façon de vous le présenter, on l'a déplacé. Je veux vous dire, attention, malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas du 1 pour 1 et l'extraverti du groupe 4 ne correspond pas en tout point à l'extraversion plutôt du groupe 3. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas là, à aller décortiquer tout ça pour les comprendre tous, puis savoir d'où ça vient, mais éventuellement, dans des formations, c'est des genres d'activités qu'on pourra faire pour aller faire le parallèle entre les deux groupes. Je vais revenir à Madame Joyeuse. On a identifié ses dominances. Ici, on a des dominances différentes. Je vais le diminuer un petit peu. Alors, au scorté, on a imaginatif et bienveillant, alors qu'au centile, on a imaginatif et leader. On se souvient que Madame Joyeuse était déçue de voir son type social arriver assez bas. Mais finalement, quand on va voir son bienveillant, on se rend compte que probablement que ce type-là correspond davantage à l'idée qu'elle s'était faite de ce que c'est d'être social. Il y a le leader, oui, il est là dans les centiles, ça va. Et j'aimerais vous faire remarquer aussi comment son consciencieux est assez bas. Annie vous a décrit ce qu'elle fait comme travail présentement. Puis là, ça aussi, là, ça allume des petites lumières là, par rapport aux raisons pour lesquelles elle n'est peut-être pas confortable dans ce qu'elle fait présentement comme travail. Alors, c'est la première chose qu'on fait, on va identifier nos dominances et puis par la suite, le type d'information qu'on vous donne va être un petit peu différent de ce que vous aviez à la section 1. C'est-à-dire qu'ici, dans cette page-là, on a 3 définitions. Je vais vous le rapetisser encore pour que vous voyez bien. On a 3 définitions. Pour quelle raison? Pour la même raison qu'on avait à la section A, c'est-à-dire qu'on vous a donné les dominances en commençant par les scortés. Et puis, par la suite, on a mis celle qui arrivait en 3e dans les centiles. Il fallait déterminer d'une manière la plus logique possible de vous mettre un ordre, mais dans vos discussions avec vos clients, ça ne veut pas dire que c'est comme ça nécessairement là, que les choses vont se présenter. Par exemple, si on regarde notre bienveillant, il était le 2e dans les scortés, mais il est moyen. Alors que si on va voir notre leader, je vais vous pointer un petit peu là. Si on va voir notre leader, il est moyen et fort. Donc, il y a des choses que vous aurez à vérifier avec vos clients pour alimenter la discussion. Vous pourriez avoir 2 définitions à cette page-là. Si les dominances avaient été les mêmes dans les scortés et dans les centiles, vous auriez 2 définitions complètes. Si vous aviez eu des dominances complètement différentes, vous auriez eu 4 définitions, mais c'est rare que ça arrive statistiquement quand on regarde l'ensemble des groupes qui existent. Vous n'aurez pas souvent 4 définitions.
Souvenez-vous que ce rapport-là s'adresse aux clients et non à vous comme professionnel. Alors, vous comprenez que d'aller mettre 8 définitions avec des forces et des défis, ça aurait été beaucoup de lecture pour le client, mais beaucoup d'analyse à faire aussi, ça aurait été trop lourd. C'est ce qui a justifié l'idée, la décision de mettre 3 définitions, celle des dominances. On sait bien que vous, comme professionnel, vous aimeriez bien lire les définitions. On vous a parlé tout à l'heure du manuel du test. C'est d'ailleurs une question qui a été posée. Oui, ah oui, j'ai pas le temps de voir. Le manuel qui est sur votre espace professionnel du site web et qui est gratuit, qui est déjà là, qui est intéressant. Annie me disait à un moment donné, moi, je suis du type comme artistique, imaginatif, puis c'est pas trop son genre de triper pour lire ces manuels-là. Mais finalement, M. Roy a une belle plume, puis c'est intéressant à lire. C'est très pédagogique aussi, c'est facile, là, ça se lit assez bien. Là. Moi, je vous invite à le faire. Là. Alors, vous allez retrouver toutes les définitions ainsi que les forces et les défis de tous les traits de personnalité dans le manuel. Il n'y a rien qui vous empêche de sortir ces définitions-là ou de vous en faire des copies avant de rencontrer vos clients pour aller les visiter. Par ailleurs, c'est sûr que pour le client aussi, ça peut être intéressant d'avoir une idée de ce qui définit les autres traits de personnalité. Alors, je vous invite à aller voir à la page suivante. On vous a quand même mis la liste de tous les traits ainsi que des mots-clés qui décrivent ces traits-là. Et on vous a mis des petites activités d'exploration. Voilà. Je vais revenir en arrière parce qu'il y a une petite chose que je voulais vous dire que je n'ai pas dite pour l'instant. Je vais augmenter un peu. Vous voyez qu'il y a des forces et des défis. C'est une manière de travailler que vous connaissez pour les gens qui achetaient déjà le rapport personnalisé du groupe 3 ou qui avaient le livret d'accompagnement. Pour les échelles bipolaires, vous aviez déjà des forces et des défis. Il y a une petite chose qu'on veut vous dire qui est importante, c'est que comme conseiller d'orientation, on a beaucoup le réflexe d'aller voir la force de ressemblance au trait. Puis ça, on le fait assez facilement quand on va voir la définition. Mais n'oubliez pas que c'est la même nuance qu'on doit apporter quand on arrive dans la section des forces et des défis. Madame Joyeuse, elle a bienveillant, mais elle a bienveillant moyen toujours. Alors, c'est sûr que si vous lisez les forces et les défis, autant que la définition, elle pourrait vous dire, ben oui, mais pas dans tout. Alors, ça, c'est une chose qu'on voulait, sur laquelle on voulait attirer votre attention. N'oubliez pas que la nuance s'applique aussi aux forces et aux défis. Autre petite chose que j'aimerais vous montrer, là, je me promène d'une page à l'autre. Madame Joyeuse, c'est un cas, on l'a vu dans la section A, mais encore plus dans la section B et C, c'est un cas qui démontre bien l'intérêt d'avoir des score-T et des centiles. Ces graphiques de score-T sont toujours plus ou moins bien répartis, alors que ces centiles se répartissent très bien dans le test. Madame Joyeuse, elle n'a pas trouvé ça facile de faire ce test-là, puis encore moins quand il était temps de déterminer ses traits de personnalité. Alors elle, sur une échelle de Likert, 48% du temps, elle a dit que les traits de personnalité la décrivaient bien, et 32% du temps, elle a dit que ça la décrivait plus ou moins bien. Ce qui fait que finalement, 80% du temps, Madame Joyeuse répondait dans une section qui est milieu. Alors, c'est sûr qu'au score-T, c'est difficile de s'en sortir quand on regarde en comparaison avec la population en général. Ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à aller... Oups, c'est pas ce que je voulais faire. C'est quand on arrive en comparaison avec les femmes de son groupe d'âge où là, on arrive à trouver de l'information qui est quand même, pertinente. Alors voilà, je vais vous parler un petit peu de Madame Joyeuse dans les faits. Est-ce que j'ai le temps, Annie? Je vais y aller assez rapidement, mais Madame Joyeuse, donc, c'est une personne imaginative, elle s'est beaucoup reconnue là-dedans, vous vous en doutiez. C'est une banque à idées. Puis elle, quand on regarde le défi, tenir compte, savoir tenir compte
Des facteurs de réalité dans l'accomplissement des projets, ben, elle est partie à rire. C'est sûr que ça la définit vraiment beaucoup, là. Elle a des idées de grandeur, puis elle s'éparpille beaucoup. Puis effectivement, il y avait un autre défi qui s'appelle éviter de s'éparpiller. Puis Annie a dit qu'en rencontre individuelle, elle dit c'est fou, là, c'est dur de se garder une ligne là, où on parle d'un sujet puis qu'on le traite en profondeur, parce que Madame Joyeuse est toujours en train de partir sur quelque chose de nouveau. Faut pas oublier, je suis imaginative aussi. Ça entend bien. Alors, voilà pour ce qui est de l'imaginatif, mais c'est beaucoup reconnu, c'est drôle dans les défis cette fois-là. Le bienveillant et le leader, elle s'y est reconnue aussi, ben, comme évidemment vous comprenez qu'elle était rassurée de voir arriver le bienveillant, elle aime les gens, elle aime parler, on ne se tanne pas de l'écouter, donc là il y a comme un amalgame entre son bienveillant et son leader, là. Elle est habile socialement, elle a des choses à dire, elle est gentille, puis une autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'elle est leader, mais pas tant extravertie. Ce qui fait que son leadership ne s'exprime pas nécessairement dans l'extraversion. Ça fait qu'il y a des choses à voir là aussi. Là. Il y a quand même des choses que vous êtes habitués là, de détecter dans les tests, mais qui ne sont pas difficiles à détecter avec Madame Joyeuse. On commence à comprendre là, à qui on a affaire. Il y aurait plein de choses que je pourrais dire, mais je pense qu'on a suffisamment d'informations pour se rendre à la fin de notre description de Madame Joyeuse, puis comprendre les choix qu'elle s'apprête à faire. Alors, on va s'en aller directement à la section des valeurs. S'il y a des questions. Il y a des questions, mais je pense qu'on va prendre le temps là, plutôt sur le document qu'on va déposer, comme on parlait au début. Okay. Donc, la section C, comme Valérie l'a dit, ça porte sur les valeurs, donc ce que vous estimez important dans la vie. On a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de tests, en fait, sont rares les tests qui vont mesurer les valeurs. Donc, pourquoi nous, on juge que c'est pertinent d'aller mesurer les valeurs? En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs études qui vont démontrer un lien entre les valeurs et le choix vocationnel. Il y en a même d'autres, et il y en a même certaines qui vont souligner que les personnes vont chercher des opportunités, vont chercher à identifier des opportunités qui vont leur permettre d'exprimer ces valeurs. Brown, que j'ai mis en référence également là, au document sur la plateforme, dit que c'est le déterminant le plus important concernant le choix de carrière. Donc, on juge qu'une vie professionnelle, c'est une occasion pour aller exprimer ses valeurs. Théoriquement, c'est encore Brown qui le mentionne, un individu qui a à faire un choix va aller sélectionner l'alternative qui est plus en correspondance avec son système de valeurs. Donc, c'est très important les valeurs et on s'en rend compte, là, la littérature le prouve également. Donc, si on regarde les valeurs de Madame Joyeuse, ben ici, les valeurs à la section C, on a une identification de nouvelles catégories. Donc, vous allez retrouver des valeurs de création, d'activité physique, de création, d'ambition, conscience sociale, aventure, altruisme, savoir et sécurité. C'est des valeurs qui ont été également, l'appellation de ces valeurs ont été soumises à notre groupe d'experts qui l'ont accueilli là, de façon très chaleureuse. Donc, ça va, tu me laisses la parole? Oui, parfait. Alors, bon, on a pris le temps d'examiner les scortés et les centiles. Nous savons que l'activité physique et la création sont les deux dominances. On est peut-être un petit peu surpris de se rendre compte que création obtient pas plus fort que ça, compte tenu qu'elle avait type artistique puis imaginatif au trait de personnalité. On aurait pensé que peut-être que création serait plus fort. Il y a son ambition qui nous chicote un peu aussi, parce qu'on a la même cote au niveau des centiles. Fait qu'on se demande s'il y a quelque chose à aller voir là. On se souvient par ailleurs qu'il y avait du leader. Il y a des liens à faire là. Et puis, on est surpris peut-être que l'altruisme se retrouve aussi bas. Là. Il y a comme quelque chose. Hein, il y a le social qui est bas, il y a le bienveillant qui est haut, puis il y a l'altruisme qui est bas. Alors, ça, c'est forme de nœud qu'on a rencontré avec Madame Joyeuse. Elle aussi, à chaque fois, là, la question de l'altruisme et du rapport à l'autre était peut-être pas si facile à comprendre, puis on a travaillé un petit peu à ce sujet-là. Alors, ce qu'on sait de Madame Joyeuse, c'est qu'elle satisfait ses besoins d'activité physique par la pratique de sport très, très régulière. Donc,
elle va beaucoup faire des activités, même toutes sortes d'activités physiques, ça elle nous l'a confirmé, puis elle parle de toutes sortes de sports, hein, c'est vraiment quelque chose, un besoin qu'elle va combler. Par contre, elle serait assez d'accord pour dire aussi que sur le plan professionnel, elle aimerait bien que ce besoin-là soit comblé aussi, ce qui n'est pas le cas présentement. On a une hypothèse par rapport à la création qui est un peu bas comparé au reste du test. On sait que les valeurs peuvent être influencées par l'histoire de vie. Puis ici, on se souvient que Madame Joyeuse, dans sa famille, c'est comme s'il y avait toujours eu attention, les arts, puis la créativité, puis l'imagination, ça mène pas à des endroits bien intéressants sur le monde du travail. Il y avait comme un discours qui ressemblait à ça. Puis c'est comme si elle-même, elle avait un peu perdu confiance finalement au domaine, malgré qu'elle est faite comme ça, mais voilà, donc on pense que c'est une hypothèse là, qui justifie le fait que la création n'est pas très haute. Puis quand on le met en lien avec l'ambition, ça peut créer aussi des déchirements assez importants quand tu as une bonne ambition, notamment sur le plan professionnel, et que finalement, ce que tu es, tu t'es fait dire, fais attention, c'est peut-être pas la bonne place pour avoir du succès. Donc, il y a quelque chose là, qui était à vérifier avec elle, puis qui est une hypothèse quand même intéressante par rapport à ce test-là. Pour ce qui est de l'altruisme, je pense que je vous l'ai dit, elle aussi était assez surprise que ça soit plutôt bas. Par contre, ce qu'on se rend compte quand on parle avec Madame Joyeuse, c'est que elle aime la joie, elle aime que les gens se sentent bien, elle aime le plaisir, mais elle n'a pas nécessairement un sens très profond de l'autre. Alors, on pense que c'est ça qu'on aperçoit dans son test. Alors, ça fait le tour pour la section des valeurs, pour qu'on ait le temps de vous parler du reste. Est-ce que ça va? Mm-hmm. Oui. Alors, les valeurs aussi, là, vous allez retrouver là, un espace de mots-clés associés à chacune des valeurs. Là. Donc, c'est intéressant de faire l'exercice avec vos clients. On tombe dans une nouvelle section du rapport personnalisé. En fait, c'est quelque chose on est très fiers. C'est une association qu'on a faite avec Repère. En fait, on a lu toutes les classifications qui existent. Cléo, la CNP, Cursus, ainsi de suite. Puis, on en a bâti une avec la collaboration de nos collègues de Repère. Ce qui donne les pages 12 et 13, vous allez retrouver des domaines professionnels. Donc, ça va montrer le degré d'affinité envers une classification de 18 domaines et à l'intérieur, il y a des sous-domaines. Il y en a 96. Donc, on a quand même du jus là, pour faire une bonne exploration. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment important de le retenir, c'est que la section D que je vous ai parlé tout à l'heure, la section découverte de M. Roy, elle n'est pas associée à ce domaine, à celle des domaines professionnels. Donc, ce n'est pas les résultats de la section D qui donnent les résultats des domaines professionnels. Les domaines professionnels sont basés sur les 3 sections précédentes, donc la section A, B et C. C'est classé en ordre de force, donc les domaines sont classés en ordre de force et les sous-domaines qui se retrouvent à l'intérieur sont également classés en ordre de force. Ici, on ne parle pas de score T, on ne parle pas de centile, c'est des résultats qui ont été rapportés sur 100 pour qu'on soit capable de les comparer entre elles. C'est quelque chose de nouveau. On en est conscient, vous allez apprécier, je suis certaine, et éventuellement, là, avec plus de passation, là, on va être en mesure de créer des scores T. Donc, pour ça, on a besoin de plus de passation. Alors, si on regarde les résultats de Madame Joyeuse, on voit que elle, avec sa réflexion, avec les discussions qu'on a avec elle, c'est qu'elle a constaté qu'elle a une attirance pour le domaine des arts. Okay? À l'intérieur de ce domaine, il y a d'autres domaines qui l'intéressaient. Donc, si on va, je vais vous partager mon écran, ce ne sera pas bien long. Oui. On va aller. Est-ce que ça fonctionne? Attendez. OK. Partager l'écran. OK. Si on se rend sur Repère, vous avez qu'à sélectionner Formation et vous allez retrouver les domaines professionnels. Donc, cette arborescence-là,
est exactement la même que vous allez retrouver dans le groupe. La différence, c'est que celle dans le groupe va être classée selon les résultats du client, donc selon son niveau d'affinité. Donc, pour Madame Joyeuse, elle avait beaucoup d'affinité pour le domaine des arts, donc le domaine des arts se situait en première position. Alors, avec Madame Joyeuse, ce qu'on a fait, bien, on s'est rendu sur le repère pour pousser l'exploration et on a été découvrir le domaine des arts. À l'intérieur de ce domaine, on retrouve les sous-domaines, on peut aller voir les professions, les programmes qui sont rattachés à chacun de ces domaines. Donc, c'est vraiment, il faut garder en tête que c'est la même, c'est une affinité, c'est un degré d'affinité. Donc, elle a quand même un travail de réflexion à faire, un travail d'introspection puis d'exploration à faire pour découvrir quel domaine qui l'intéresse plus qu'un autre. Au terme de son exploration, elle a hésité entre deux programmes, qui est le premier, c'est le design de présentation qui se donne au Cégep de Sainte-Foy, et le deuxième, c'est gestion et technique de scène qui se donne à Montmagny. Sa réflexion ne s'arrête pas là. Elle a dû je retourne à mon écran, je retourne à vous, bref, attendez un peu. OK. Voilà. Elle a dû faire des activités comme élève de jour, aller aux portes ouvertes, aller rencontrer des étudiants, aller rencontrer des professeurs, des professionnels de ces domaines pour en connaître un petit peu plus. Donc, la réflexion, la démarche d'orientation ne s'arrête pas là. Mais c'est un outil qui est intéressant là, pour pousser un petit peu plus loin l'exploration. L'autre page qu'on trouve, donc vous voyez là, il va y avoir une autre page des domaines professionnels. Et l'autre page, je vais laisser Valérie vous l'expliquer. La grille d'exploration, c'est une grille que vous retrouviez dans le livret d'accompagnement. Alors, je ne la décris pas aujourd'hui au complet, mais vous voyez que d'abord, elle était beaucoup demandée, elle était très aimée. Et elle permet d'amorcer un plan d'action avec votre client, puis de définir des priorités, des domaines de formation ou des professions qui pourraient lui convenir. Alors, c'est plus une sorte d'activité. Il y en a à qui ça plaît, il y en a moins, mais n'oubliez pas que vous aurez toujours l'occasion de sélectionner les pages que vous voulez imprimer. Alors, à vous de décider si c'est une activité qui peut vous plaire. À la page suivante, je pense que vous attendiez cette information-là, c'est la synthèse des résultats. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous connaissez déjà et que vous voulez avoir dans la page. Vous avez l'habitude, le fameux grille des résultats bruts du groupe 3. Alors, c'est une page qui est semblable. Elle s'adresse au CO. Elle est faite pour être débrochée du test. C'est la page que vous allez mettre au dossier. Et puis, parce qu'on est arrivé avec une méthode de réponse Likert, bien, on a une section qui est la synthèse des choix de réponse, qui est nouvelle, puis qui nous donne beaucoup d'informations. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais que Mme Joyeuse était 80% du temps dans les traits de personnalité proches du moyen, bien, on voit notre 48% de réponse dans le bien aux traits de personnalité, puis 32% de réponse dans le plus ou moins. Alors, il y a quand même déjà, à cette section-là, une bonne discussion qu'on peut avoir avec nos clients. Finalement, j'ai vu passer cette question-là, les fameux indices de confiance statistique. C'est pas évident là, pour l'instant de calculer un indice de confiance statistique parce qu'on n'a pas beaucoup de tests. Alors, il y a différentes façons de donner cette information-là. Ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on vous a mis des crochets par section quand le rapport paraissait adéquat, les réponses au questionnaire paraissaient adéquates. Si ce n'était pas le cas et s'il y avait lieu de questionner le client par rapport à sa manière de répondre au test, vous auriez un point d'exclamation jaune. Et puis, ça peut arriver pour une section, ça peut arriver pour plus d'une section. Pour l'instant, dans la littérature, on a trouvé quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire de détecter les moments où un client va avoir répondu trop souvent la même réponse. Par exemple, si on avait, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais si on avait 8 fois de suite un très important ou un très fortement. Et puis, graduellement, on va définir nos statistiques, les statistiques propres au groupe par rapport à ça. Puis, c'est ce que signifie l'indice de confiance statistique pour l'instant. Et comme je vous dis, au fur et à mesure qu'on aura des passations, on pourra vous fournir des nouveaux moyens de connaître les indices de confiance statistique.
Alors, ça aussi, c'est une autre question qui est passée et qui a été demandée là, sur l'espace de clavardage. Je retourne à mon webinaire. Les prix, j'arrive. Oups. Voilà. Donc, la tarification, vous allez avoir accès au manuel du test qui va se retrouver gratuitement. Donc, que vous soyez dans l'établissement scolaire ou communautaire ou une entreprise ou en pratique privée, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, c'est en format PDF. Le questionnaire, le questionnaire, vous allez l'avoir gratuitement. Pas celui-là, mais un format PDF qui va se retrouver gratuitement sur le site. Mais si vous voulez avoir ce format-là, avec un espèce de petit livret, mais il y a des frais de 16,50 plus taxes. Et ça, c'est le même prix pour chacune des lieux de pratique. Des lieux de pratique, exactement. La correction papier, parce qu'on a encore des clients qui fonctionnent correction papier, et c'est utile dans certains milieux qui n'ont pas accès à des ordinateurs, donc on doit conserver ça. C'est une passation qui va revenir à 8,45 chaque. Si vous êtes en entreprise ou en pratique privée, c'est 12,50. Et la correction web, qui est la plupart du temps utilisée de cette façon, mais c'est 8,20 pour les établissements scolaires et communautaires et 12 $ pour les entreprises et les pratiques privées. Donc, gardez en tête là, que ça ne peut pas aller au-dessus de 12 $. Comme le groupe 3, on l'offre encore pour le groupe 4. Si vous faites des passations massives, on va offrir un prix, là, un tarif là, qui peut être avantageux. Donc, à titre d'exemple, si vous avez un groupe de 50 personnes, bien, ça va être 7,5 par passation. Mais si vous allez au-dessus de 230 passations, bien, le tarif va être de 3,95. Ce qui est quand même ce qu'on juge qui c'est quand même assez abordable pour l'entièreté de tout ce document. Il faut savoir aussi qu'on fait la facturation à chaque mois. Donc, dépendamment du nombre de passations que vous avez accumulées à la fin d'un mois, vous pourriez aussi bénéficier d'un prix réduit. Bien, ça tire pas mal vers la fin de notre présentation. Sachez, là, c'est comme je l'ai dit au départ, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, inscrivez-vous à nos infolettes. Vous avez droit à votre passation gratuite, donc juste à nous communiquer avec avec nos coordonnées là, sur notre site Internet. Mélanie va se faire un plaisir de vous fournir une passation. Sinon, c'est ça, j'ai vu que l'espace qui passait là, sur l'espace de clavardage, ça va nous faire un plaisir de prendre le temps de répondre à chacune de ces questions de façon vraiment approfondie aux besoins. On va aller se référer à M. Roy, là, qui est l'expert de la psychométrie, et puis on va rendre ça disponible là, dans votre espace professionnel. Les formations, ça va venir bientôt aussi, donc si vous êtes intéressé à suivre une formation de différents niveaux, là, on va vous communiquer tout ça là, via nos infolettes. Alors sur ça, ça nous a extrêmement fait plaisir de vous présenter quelque chose qu'on est fiers, qui est notre outil, là, le groupe 4, là, on a travaillé fort là, pour ce nouveau test. Donc, merci à tous. Merci pour vos commentaires aussi. Au revoir. Au revoir. C'est le contraire. Ça descend vite. Oui.